Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de la saison 2 du Baladope. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Dr. Laurence Darcy, docteur en psychologie clinique. Après avoir été intervenante en toxicomanie puis superviseur clinique, elle travaille aujourd'hui en transfert des connaissances à l'Institut universitaire sur les dépendances et elle participe à de nombreux projets comme consultante. Elle enseigne également un certificat d'intervention en dépendance à l'Université de Montréal. Nous allons aussi discuter avec Aude Pelletier-Bravo, qui intervient au GRIP avec le projet Au-delà du high, un programme qui vise à diffuser les nouvelles recommandations entourant la consommation de cannabis à moindre risque. Son expérience avec le cannabis à la SQDC lui donne une perspective unique sur les produits vendus ainsi que leurs effets. Aujourd'hui, on va discuter de cannabis, une plante incroyablement complexe, et parler d'éléments moins connus de cette substance, des recommandations de consommation de cannabis à moindre risque au double standard dans notre société comparativement à d'autres substances légales. Bonjour. Comment on se sent? On se sent bien. On se sent bien, oui. Cool, génial. Je voulais commencer rapidement avec Aube. Comment est-ce que ton expérience à la SQDC influence ton intervention? Tu sais, j'ai l'impression que c'est tellement comme une expérience spéciale à avoir pour après ça faire un projet sur le cannabis, là. Oui, définitivement. J'ai travaillé à la SQDC pendant 2 ans, puis ça a été mes premières expériences avec la réduction des méfaits, je dirais. C'est là-bas que j'ai appris qu'est-ce que ça voulait dire. C'est là-bas que j'ai appris aussi qu'est-ce qu'est la loi de l'effet, qui reste pas mal au centre de toutes nos interventions au GRIP, surtout sur le milieu, surtout à Technique électronique, parce que je suis tout l'été. Fait que ouais, sachant que c'est dans le milieu de toutes mes interventions, puis que j'ai appris ça il y a assez longtemps, j'ai aussi une assez bonne capacité mentale de savoir c'est quoi les produits à faire à la SQDC. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient me voir, qui a un enjeu propre au cannabis, ben, pas seulement je peux les aider quand ça va pas bien, mais après ça aussi, s'ils veulent peut-être essayer d'autres choses, une autre façon de consommer, si ils fumaient puis ça filait pas bien, si on pris des edibles puis ça filait pas bien, mais on peut regarder qu'est-ce qui irait mieux pour la prochaine fois. Je dirais que ça a beaucoup influencé ma façon d'intervenir. Puis plus que ça, sur un aspect comme humain, on est comme dans une petite clique, tu sais, les consommateurs de cannabis. Fait qu'il y a comme une expérience partagée qui crée un lien de confiance vraiment rapidement sur le terrain, je dirais. Quand tu peux relate avec la personne qui consomme, ça aide beaucoup en plus d'avoir le knowledge que la SQDC m'a donné. C'est un gros atout. Puis tu peux comme un peu nerd out sur comme une passion commune, puis être comme « Oh my God, c'est tellement une plante intéressante. » Ça m'amène à demander la question la plus philosophique au monde. C'est quoi le cannabis? Ben, en fait, je pense que tu l'as bien dit, c'est une plante qui est hyper complexe. Et un peu comme, tu sais, mettons, si je pense aux fraises, là, il existe toutes sortes de fraises. Il y a les fraises tu sais, qui viennent du Québec, qui sont très sucrées. Il y a des fraises qui viennent des États-Unis, qui sont super grosses, mais qui goûtent pas grand-chose. Bon, ben, le cannabis, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces. À la SQDC, on fait la distinction entre indica, sativa et hybride. Cette distinction-là, au niveau des études scientifiques et des experts, est très controversée. Parce que, en fait, historiquement, on disait le sativa, ça donne de l'énergie, le indica, ça relaxe. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que Effet-là. ces noms-là qu'on leur donne à ces grandes familles-là, finalement, ça ne tient pas vraiment la route en termes expérientiels, mais aussi en termes de génétique. Quand on va voir le profil génétique des substances, c'est pas mal toutes des hybrides, ce qu'on se retrouve. Tu sais, ça n'existe plus comme cannabis pur. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que si tu prends, mettons, un plant indica, puis tu le cultives dans des conditions similaires à où est-ce que le sativa s'est fait cultiver historiquement, la plante va changer. La grosseur de ses feuilles va se modifier, les cannabinoïdes qu'elle va produire vont se modifier aussi. Fait que ça, c'est vraiment comme une plante fascinante. En fait, les cannabinoïdes sont une réponse à les agressions environnementales. C'est un moyen pour la plante de se défendre. Ouais. Ce qui fait en sorte aussi qu'en modifiant les conditions du sol, chaleur, lumière, tout ça, on est capable aujourd'hui de faire des cannabis qui sont beaucoup plus forts en THC qu'en CBD.
Mhm. Ouais, c'est une plante qui est aussi comme incroyablement difficile à comme, faire pousser, puis bien faire pousser, contrôler les conditions. J'ai l'impression que, tu sais, c'est ça, les gens ont tellement de gear un peu pour faire tout ça, là, tu sais, pour... C'est euh, vraiment une science, là. Oui. Tu sais, si tu veux vraiment être sûr que ton taux THC, tu sais, il se rapproche d'un certain chiffre, par exemple 30 ben là, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu fais. Tu sais, si tu fais pousser dehors puis tu t'en occupes pas trop, ben, tes taux de THC, ils peuvent être hyper variables, tu sais, d'un Mhm. plan à l'autre. Puis de. Fait que, tu sais, avant la légalisation, en moyenne, les taux de THC, c'était autour de 13 à 15 Mm. Puis depuis la légalisation, ben là, on se retrouve avec tu sais, des cannabis beaucoup plus boostés en THC, là, fait que jusqu'à 30 Au Québec, on n'a pas la SQDC n'a pas le droit de vendre du cannabis avec un pourcentage plus grand que 30 Mhm. Ça, c'est vraiment le Québec qui est comme ça. Les autres provinces canadiennes, c'est différent. C'est une réglementation québécoise. Mm. Ah, c'est vraiment intéressant que la plante, c'est ça, change selon les conditions. Puis j'imagine avec l'industrie qui s'est développée, il y a un contrôle plus industriel sur ces choses-là. Ça... En Ouais. fait, ça me fait penser que, tu sais, dans mon temps, là, parce que je suis vieille, mais tu sais, avant la légalisation, tu sais, moi, j'ai bien connu ça, adolescente, avant la légalisation, tu sais, c'était pas mal juste du cannabis séché puis du hash Mhm. qui se vendait. Aujourd'hui, on a, tu sais, un éventail de produits, puis de produits transformés aussi. Donc, on part de la plante, on transforme, on concentre certains cannabinoïdes, on peut même concentrer des terpènes. Je sais pas Mhm. si, Aude, tu veux parler un peu des terpènes, qu'est-ce que c'est? J'adore les Oui. terpènes. Les terpènes, c'est un peu comme l'huile essentielle du cannabis. C'est dans toutes les plantes. C'est trouvé dans ce qu'on appelle les trichomes, qui, admettons, tu prends ta nogue ou ta petite coquille de cannabis, puis tu vois les cristaux autour de ça, c'est tous les trichomes, ça. Mhm. Puis là-dedans, t'as tes terpènes. Les terpènes, c'est utilisé pour beaucoup de choses. Utilisé pour, dans la nature, je parle, pour dire non, insectes, venez pas ici. Puis aussi pour dire venez ici, insectes, venez me polliniser aussi. Fait que ça joue Mhm. ça. Mais aussi, c'est ça qui donne ta saveur, ton goût, ton arôme à ton cannabis. Fait que quand il y en a un que tu trouves qui sent vraiment mauvais, ben peut-être regarde les terpènes. Puis dis-toi, ah, cariophyllène, exemple, j'aime pas ça. Ben vas-y Mhm. pour quelque chose peut-être un peu plus sucré, un peu plus citronné. Fait que ouais, les terpènes, c'est un Puis, amour. ce qui est intéressant avec les terpènes, c'est qu'actuellement, il y a vraiment un engouement sur le plan scientifique de dire est-ce que ça pourrait pas venir, en plus tu sais, du THC, du CBD qu'on le sait qui ont un impact et des autres cannabinoïdes mineurs qui ont un impact sur l'expérience du consommateur, est-ce que les terpènes ne pourraient pas venir aussi influencer l'effet Mhm. ressenti, un peu comme l'aromathérapie, tu sais, que la lavande, ça nous relaxe, tout Exactement. ça. Est-ce que les terpènes par exemple, qu'il y aurait, tu sais, que certains terpènes pourraient avoir certaines propriétés. Puis on a beaucoup de trucs anecdotiques. C'est très dur à étudier. Puis Mhm. actuellement, on le fait, mais avec des doses de terpènes qui sont pas représentatives de que le consommateur moyen consomme. Mais il y a vraiment comme cet intérêt-là sur le plan scientifique d'essayer de voir est-ce que les terpènes pourraient pas influencer l'effet. Puis il y a même la question, il y a des gens qui se disent est-ce qu'à la SQDC, on ne devrait pas classer les cannabis au lieu d'indica puis sativa, de plus, et hybride, de plus les classer par terpènes prédominants. Mhm. Mais récemment, ils ont commencé, dans certains SQDC, ils ont commencé à faire des cartables avec leur cannabis avec les terpènes les plus élevés, tout ça. Fait que je trouve qu'il y a un intérêt là, qui grandit tranquillement. Là. C'est ça, peut-être qu'on va avoir des pastilles de goût, comme pour le cannabis, un peu, Mhm. tu sais, fruité vif et Oui, Des pastilles de citronné et goût. terreux. puis Ah. peut-être qu'éventuellement, tu sais, ça va se développer comme ça. Parce que, tu sais, historiquement, ça fait pas si longtemps que ça que le cannabis est légal, qu'on Mhm. en parle, qu'on s'intéresse à cette industrie-là, puis ça a vraiment beaucoup fleuri dans les dernières années. Si on compare à l'alcool, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'années que c'est dans nos sociétés, puis que c'est légal, tout ça. Fait qu'il y a toute une... Tu sais, on a vraiment comme une connaissance de l'alcool qui est beaucoup plus raffinée, je dirais, Mhm. du vin, mettons, ou des bières, qui est beaucoup plus raffinée que ce qu'on connaissait avant. Tu sais, si je pense à l'expérience du consommateur, tu sais, les gens qui commencent à consommer de l'alcool, souvent, ils savent juste comme, ah, moi, j'aime le vin blanc ou j'aime le vin rouge. Mais Ouais. comme tous les vins blancs goûtent la même affaire,
Toutes les vins rouges goûtent la même affaire. T'sais. Puis après ça, ben là, ils sont comme... Là, ça évolue, puis là, leur goût se raffine, puis là, ils deviennent hyper précis. Ils vont dire « Ah, moi, j'aime tel cépage, cultivé telle année, fermenté de façon biodynamique. Puis c'est ça le goût que j'aime. Puis c'est ça ce que je recherche. » Fait que c'est la même chose pour le cannabis. T'sais. Des gens, mettons, comme Aube, ben, dans ce qu'ils recherchent, ils vont être beaucoup plus précis. Okay, oui. Et ça fait en sorte que l'industrie aussi s'adapte puis propose des nouvelles alternatives qu'on n'avait pas avant. Oui, c'est ça. Pour avoir été dans une SQDC une fois avec Aube, la moitié des choses qui ont été dites étaient incompréhensibles pour moi parce que je connais pas autant d'informations sur le cannabis parce que c'est tellement intéressant de savoir qu'il y a comme tout un monde de choses qui se passent autour de là. Puis justement, tu l'as tellement bien dit, une industrie qui fleurit par rapport au cannabis. Ça m'amène à penser aussi à comment les gens consomment le cannabis. C'est tellement quelque chose qui est impliqué dans une espèce de rituel. Les gens développent beaucoup d'habitudes par rapport au cannabis, vont avoir leur tu sais, c'est comme ça que je le roule, comme ça que je le consomme, tu sais. Oui, puis ce qu'on voit, là, ce qui est vraiment fascinant, c'est que des fois, les gens sont plus attachés à leur rituel qu'à l'effet que, que le cannabis donne. Tu sais, parce que j'ai travaillé en toxicomanie, puis j'avais dans ma clientèle des personnes qui avaient un problème de consommation. Puis, tu sais, eux, ils étaient en craving, là, ils avaient vraiment besoin de consommer. Ils faisaient juste rouler leur cannabis. Puis déjà là, il y avait un sentiment de grand apaisement. Ouais. Au-delà même de l'effet qu'ils auraient ressenti, juste ce rituel-là était comme satisfaisant. Il y a des gens aussi, tu sais, que par exemple, pour eux, fumer un joint, c'est très désagréable. Ils aiment vraiment plus fumer dans des bongs ou dans d'autres types de choses. Puis, c'est ça, le consommateur va vraiment chercher une expérience quand il connaît ça, puis essayer d'adapter l'expérience. Puis je pense que le travail que moi et Aube, on a fait ensemble sur le projet Au-delà du high, c'est de parler de consommation à moindre risque. Parce que comment tu peux comme avoir l'expérience la plus satisfaisante pour toi en réduisant le plus possible tes risques. Puis le risque zéro n'existe pas, là. Évidemment. Fait qu'il faut quand même... On consomme, on s'expose à des risques. On s'expose à des risques toujours. Mais il y a des risques, tu sais. Il y a personne qui se lève un matin en disant « Hey, moi, j'ai vraiment le goût de faire un bad trip de cannabis. » Non. Fait que, il y a des trucs sur comment, justement, on peut faire pour limiter notre risque de faire un bad trip. Oui, 100%. Ben, est-ce que, tu dois me parler peut-être un peu des recommandations, des trucs, absolument. finalement, ouais? Ben, avec le projet Au-delà du high, on a 15 recommandations qui touchent un peu de tout. Ça peut toucher les prédispositions génétique, ça peut toucher des facteurs de risque plus précis. Ça touche aussi des conseils vraiment propres en réduction des méfaits. Je pense que le conseil qu'on prône le plus, c'est commencer avec une petite dose, que ce soit si tu fumes ou si tu ingères. Si tu fumes, attendre avant de ressentir des effets. Si tu ingères, attendre au moins 1 heure avant d'en reprendre, même si tu ne rends pas trop d'effets. Quand tu ingères, ça prend plus de temps. Ça, je pense que c'est un message... Ouais, attends, on va même le répéter tellement qu'il est important, ce message-là. Fait qu'une plus petite dose, ça veut dire, si tu fumes, ça peut être une puff. Tu sais, une inhalation. Puis là, une puff, pas une puff que tu retiens. De 10 secondes, exactement. C'est ça. Puis que, tu sais, non. Une petite puff. Puis ensuite de ça, si jamais tu manges, bien là, dépendamment de ce que tu manges, ça peut être une moitié de gommise ou un quart de gommise. Ça peut être, si tu as une boule d'énergie, ça peut être la moitié de la boule d'énergie. Si tu prends... C'est un jerky de la SQDC, une petite partie du jerky, pas le paquet au complet. Exactement. Puis aussi, les breuvages, ça peut être 2 gorgées, puis t'attends de voir les effets. Fait que, normalement, quand tu inhales, ça veut dire que ça rentre dans tes poumons. Ça, normalement... En quelques minutes, tu le sais pas mal. Ouais. Tu sais, ça va être quoi l'effet ressenti. Puis là, tu es capable de te dire, ouais, c'est-tu too much mieux. Ou j'en reprends. Puis quand tu manges, ben là, c'est ça là que ce que Aude disait, ça peut être plus long. Donc, en moyenne, c'est 1 heure. Il y a du monde que c'est plus rapide. Il y a du monde, après 30 minutes, ils le sentent. Puis il y a du monde que ça prend 2 heures avant qu'ils le ressentent. Fait qu'en moyenne, on dit 1 heure. Fait que moi, ce que je recommande aux gens, c'est le cannabis, ça affecte ta perception du temps. Fait que si t'es gelé, tu te rappelles plus ça fait combien de temps. OK? Fait que prends ton téléphone, mets-toi un timer. Puis quand ça fait 1 heure sur ton téléphone, tu peux même te mettre une alarme. Pose-toi la question,
c'est-tu satisfaisant ce que j'ai comme feeling? Mhm. C'est ça que je recherche. Puis tu prends une décision en fonction de ça. Parce que trop de THC, ça amène des affaires vraiment pas le fun. Ça amène de l'anxiété, ça amène de la paranoïa. Tu peux vomir, avoir des nausées. Puis si tu te lèves même trop vite, ça fait une chute de tension orthostatique. C'est un mot scientifique pour dire ça. Mais ce que ça fait, c'est que tu fais une chute de pression, puis là, tu peux perdre connaissance. Puis là, risque de blessure, risque Exactement. de blesser les autres aussi. C'est vraiment pas cool. Puis en plus, c'est un peu humiliant. Ben, en tout cas. Ça peut être humiliant, effectivement. Ben, moi, je l'ai déjà vécu. Je trouvais ça un peu... J'ai souvent perdu connaissance dans ma vie. Ouais, c'est ça. Tu te rassois assez vite. C'est pas un feeling que t'aimes quand tu te réveilles après ça. Fait que bref, tout ça pour dire que petite quantité, on attend, puis on redose par petite quantité aussi. En anglais, il dit « start low, go slow ». Start low, go slow. J'aime ça. OK. Puis, justement, c'est comme là, on parle de façon de consommer ça. On a mangé, on a fumé. C'est quoi la méthode, mettons, qui présente le moins de risques pour la santé, selon vous? C'est une super bonne question. En fait, dans l'inhalation, ce qui va par les poumons, il y a 4 méthodes. Puis, Aude va présenter celle qui est celle à moindre risque. Donc, la première méthode, tu l'as nommée, c'est fumer. Donc là, j'allume, il y a une combustion, ça veut dire que ça brûle, puis là, je vais inhaler une fumée. OK? Ça peut être dans un joint, ça peut être dans une pipe. Ça peut être aussi dans un bong. Le bong, la différence, c'est qu'il y a de l'eau, puis là, ben ça va passer par l'eau, ça va refroidir la fumée, mais je vais quand même inhaler la fumée. Je vais quand même inhaler les trucs toxiques. Le bong, on pense que c'est moins pire parce que l'eau, elle devient noire. Fait qu'on se dit, ça a tout gardé la cochonnerie. Dans le noir. Mais non, les études ont montré que c'est autant dommageable pour les poumons. Fait que c'est pas optimal. Fait que ça, c'est fumer. Après ça, on a la vaporisation, qui est différente. Puis, Aude, tu veux présenter peut-être la vaporisation, ce que c'est? C'est ça, là, la chose qui est à moindre risque. Là, on a présenté un modèle ici qui est portatif. Ouais. On ne veut pas faire la promotion de cette compagnie-là. Non. Il y en existe plein de modèles. Les portatifs sont pas reconnus par Santé Canada comme étant comme homologués pour le cannabis thérapeutique pour la santé. Là. Le seul, c'est le volcanomédic qui se branche dans le mur, qui est assez gros, qui a une balloune. Une balloune, tu sais, qui vient, qui n'est pas très pratique à amener avec soi dans un party. Non. Tu te promènes dans la fête avec ton volcano. Dans les autres modèles, qui coûtent d'ailleurs moins cher, c'est sûr qu'il y a un risque que ça surchauffe, que ça brûle un peu le cannabis, mais c'est quand même vraiment moins pire. Fait que je sais pas, si tu veux montrer de quoi ça a de l'air. Fait que ça ressemble un peu à une vape, on pourrait dire. Moi, je trouve ça un peu plus beau, mais opinion personnelle. Puis... Fait que t'as 2 côtés. T'as le côté où est-ce que tu vas venir fumer ici. Assez simple. Inhaler, en fait. Inhaler, excusez. Puis t'as le côté où est-ce que tu vas venir mettre ton cannabis. Fait que c'est comme un petit four, si on regarde à l'intérieur, comme l'aluminium. Puis ça vient pas brûler au complet, là. Ça vient juste comme un petit four. C'est vraiment le fun. Ça vient chauffer. Ton cannabis juste en dessous du point de combustion. Donc, avant que ça brûle... Bon, c'est sûr qu'il y a des machines qui surchauffent, là, mais bon. Mais normalement, si tu la puffes back à back, à un moment donné, ça... Oui, c'est ça. Souvent, il y a comme 3 niveaux de chaleur, ou 4. Puis, c'est sûr que si tu le mets à la plus haute chaleur, tu vas vaporiser plus de cannabinoïdes, plus de terpènes. C'est pour ça que les gens aiment ça. Mais tu as plus de risque de le brûler aussi. Fait que, bref, puis quand ça fait longtemps que tu l'utilises aussi, la machine a plus tendance à surchauffer. Donc, tu mets ton cannabis séché ou ça peut être du hash aussi, je pense? Oui. C'est plus recommandé de mélanger ton hash avec ton cannabis, par contre. Comme ça, la chaleur, elle circule mieux. Il y a des vaporisatrices propres au hash aussi. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. De ce que j'avais vu dans la recherche, tu peux avoir comme un dispositif de plus pour fumer ça parce que c'est pas le même genre de contenant. Le hash, s'il commence à fondre peut-être un peu, il va... Ça peut venir gommer ta machine. Exactement. Puis ça, faut que tu nettoies ça à chaque jour. Fait que des fois, après chaque utilisation, le plus. Fait que si tu mets du hash, plus ça commence à coller et tout, ça devient plus difficile à nettoyer, c'est sûr. Fait que c'est un aimant qui fait en sorte que ça ferme. Puis ensuite de ça, à l'autre côté, t'as une petite fente. Fait que normalement, ce que tu inhales, c'est pas censé être de la fumée, c'est censé vraiment être un air rempli de cannabinoïdes puis de terpènes.
C'est censé être ça. C'est censé être ça. C'est quoi, C'est pas parfait, Ouais. mais c'est ce qu'on connaît selon les études actuelles qui est à moindre risque. Mhm. Fait qui est le moins pire au niveau des toxines. Fait que là, j'ai parlé de fumer, qui est pas bon, vaporiser, qui est bon. Puis maintenant, il y en a qui se demandent, c'est quoi la différence avec le vapotage? Le vapotage, on chauffe pas la plante séchée, on chauffe un liquide. Mhm. Dans le liquide, il y a un concentré de cannabis, de THC. Des fois, il peut y avoir du CBD aussi ou pas. Des fois, il peut y avoir des terpènes aussi. Des fois, il n'y a pas de terpènes. Donc, c'est un concentré auquel on va ajouter des diluants. Souvent, ça va être du propylène glycol ou de la glycérine. Et le problème est que quand on chauffe les diluants, ça produit un aérosol qui est toxique pour les poumons, qui peut augmenter tes risques de cancer, augmenter ton risque de lésion dans tes poumons. On a vu ça chez les souris. On n'a jamais encore dit à un être humain « Hey, on va te faire vapoter à fond la caisse, puis on va checker à quel point tes poumons sont scrap. » Je suis prêt pour la job. On ne peut pas faire ça au niveau de la recherche. Donc, ce qu'on fait, c'est que souvent, on fait des choses avec des souris, puis on a des cas cliniques aussi. Donc, il y a la maladie pulmonaire associée au vapotage, qui est vraiment comme une inflammation, puis un problème au niveau pulmonaire important, qui est aigu. Donc, on a ça documenté avec le vapotage et de nicotine et de cannabis. Parce que probablement que c'est un diluant qui serait à l'origine de ça. Autre élément aussi, dans le vapotage, tu as une bobine qui vient chauffer ton liquide. Dépendamment du métal avec lequel cette bobine-là est faite, il y a certains métaux qui une fois chauffés, s'en vont dans le liquide, puis tu as des métaux lourds qui s'en vont dans ton corps, qui n'est pas optimal pour la santé non plus. Donc, vapotage, pas bon pour la santé non plus. Puis finalement, la dernière mode de consommation, c'est le dabbing. C'est tamponnage en français, mais c'est tellement lettre comme mot. Personne n'a jamais utilisé ça. J'ai déjà sorti de mon ça dans une expérience. formation, puis tout le monde était comme... Ouais, non. Dabbing, c'est ça. Fait que le dabbing, c'est qu'on va chauffer à très, très haute température un concentré. Puis ça, on va utiliser souvent un chalumeau, typiquement, pour vraiment là que... Puis dans le fond, le concentré va passer d'une phase solide à une phase gazeuse. Puis c'est ce gaz-là qu'on va inhaler. Donc ça, c'est... Aussi un peu de la vaporisation. C'est une forme de vaporisation. C'est pas la même chose. Premièrement, c'est très concentré en THC. Au niveau des effets sur les poumons, il y en a qui vont dire tu inhales une puff puis tu es tellement gelé que c'est moins dommageable. Parce que dans le fond, tu en as besoin de moins d'inhalation pour avoir un gros effet. En même temps, si tu n'as pas une tolérance, c'est pas nécessairement... Tu vas en avoir trop. Puis, encore une fois, on connaît pas tout, hein? Fait qu'on sait pas si en chauffant le composé, même s'il est presque pur, comme qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Puis des fois, il y a des résidus de solvants aussi dans les concentrés. Fait que c'est sûr que d'inhaler un résidu, mettons, de butane ou de... C'est pas génial pour la santé. Idéal, Fait que bref, actuellement, le seul moyen d'inhalation à moindre risque, c'est vraiment la vaporisation, qui est le dispositif. Un dispositif similaire. Similaire, donc, qui chauffe, mais qui brûle pas. Ouais. OK. Puis tu peux aussi... il brûle pas, donc tu peux le réutiliser si tu veux pour après ça faire des aliments, souvent. Ouais. Il va quand même s'oxyder. Ouais. Donc, il va quand même changer de couleur parce que quand le cannabis est en contact avec la chaleur puis la lumière, il s'oxyde. Donc, souvent, ça va être, si tu l'utilises pour faire des aliments, tu vas avoir un peu plus de... Hey, là, c'est vraiment geek, là, mais tu vas avoir un peu plus de CBN dedans, qui est un cannabinoïde mineur qui est fait... qui est une oxydation du THC. Le CBN, ça endort. Fait que tes trucs que tu fais au niveau... pour l'alimentation. Muffins, brownies, ça, ils vont t'endormir. Ouais. OK? Parce qu'il va y avoir plus de CBN dedans. Et par expérience, Aude, est-ce que tu trouves que ça endort ce que tu fais post-vaporisation? Je dirais que moi, je consomme juste du indica dans la vie. Donc, le cannabis que je vais consommer va m'endormir, peu importe le mode de conso. Mais oui, je dirais peut-être aussi c'est parce que si je mange du cannabis, du THC, ça va être tard le soir. Fait que c'est peut-être le CBN, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être l'espèce. C'est peut-être la loi de l'effet. C'est peut-être la loi de l'effet. Et c'est sûrement la loi de l'effet aussi. Mais
Ça, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué chez des amis aussi. J'ai remarqué plus chez des amis que chez moi. OK. Mais donc, tu sais, on a toute une sensibilité différente aux cannabinoïdes. Fait que c'est sûr qu'on ne réagit pas toutes exactement de la même façon. Tu sais, il y a des gens là, qui vont prendre une tisane de camomille, puis mon Dieu, que ça les relaxe. Là. Puis il y en a d'autres que ça fait rien pantoute. Ou, tu sais, peut-être, truc de camomille, peut-être pas, là, mais genre café. Il y a du monde qui peuvent boire du café le soir, puis ils n'ont pas de problème à dormir, puis d'autres que, au contraire, là, ils vont comme pas dormir de la nuit. Fait que c'est un peu le même principe avec le cannabis. Ça nous fait pas, on n'est pas tous pareils face aux cannabinoïdes. Une autre affaire que je veux dire par rapport au sommeil, c'est qu'on a fait des études pour voir, hey, le THC, ça pourrait-tu être une bonne médication pour les gens qui ont des troubles du sommeil? Puis on s'est rendu compte que, malheureusement, non. Oh. C'est poche, hein? Mais souvent, une petite dose, une fois de temps en temps, pour t'aider à dormir, pas si grave que ça. Ça peut être une stratégie parmi tant d'autres. Mais si tu en consommes tous les jours, ça finit par modifier ton architecture de sommeil. Ça finit par faire en sorte que tu rêves moins, puis que tu vas dans des stades de sommeil moins profonds. Fait que tu te réveilles, tu es plus fatigué, puis l'espace où est-ce qu'on rêve, même si on ne se rappelle pas de nos rêves, il est quand même important parce que c'est ça qui nous permet de consolider les apprentissages faits durant la journée. Fait que souvent, ça peut venir affecter ta mémoire, ça peut venir affecter justement ta réussite scolaire. Parce que, tu sais, il faut que ton cerveau, mettons, il travaille plus fort pour se rappeler des informations qu'il a vues durant la journée. Fait qu'il faut que tu étudies plus fort après. Fait que c'est pas une stratégie gagnante comme à long terme. Comme une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais d'utiliser ça tout le temps, c'est pas optimal. Tu sais, t'es mieux d'utiliser d'autres stratégies pour t'aider au niveau de ton sommeil si tu as de la misère que le cannabis parce que, comme je te dis, tu vas avoir une perte à un moment donné de qualité de sommeil. Donc, c'est un peu une stratégie qu'on utilise. On est comme, OK, hey, j'ai vraiment le goût d'aller dormir. Ça fait comme quelques semaines que j'ai pas fait ça. Je vais prendre du cannabis. Ça va m'aider à m'endormir. Parce que là, j'ai de la misère. Une petite dose. On commence avec petit. Start low, go slow. Start low, go slow. J'adore. Puis aussi, tu sais, bois pas de café avant de t'endormir. Assure-toi que tu lâches ton téléphone pour pas que tu aies la lumière bleue qui détruit la mélatonine. Tu sais, il y a plein d'autres affaires. Il y a plein d'autres affaires qui peut t'aider justement puis peut favoriser ton endormissement. Fait que normalement, ce qu'on dit, c'est avoir une bonne hygiène du sommeil qui améliore justement la qualité du sommeil, pas juste l'endormissement. Puis tantôt, tu parlais de CBN, ça m'a accroché l'oreille. Tu sais, les cannabinoïdes, c'est un mot qu'on entend, c'est des choses qu'on entend à travers les branches, mais c'est jamais vraiment comme discuter, vraiment développer, puis comprendre finalement c'est quoi ces choses-là. On va revenir à la base. Donc, les cannabinoïdes, il y en a, on a été capable d'en identifier là, autour de 120 actuellement dans le cannabis. Il y a 2 cannabinoïdes qu'on dit majeurs parce qu'ils sont présents en plus grande quantité. Il y a le THC. Le THC, c'est ça qui nous buzz. C'est ça qui fait en sorte qu'on se sent, que ça altère notre perception du temps, que les aliments goûtent meilleur, que la musique sonne mieux, donc qui altère nos sens. Ça, c'est le THC. Mais aussi que quand on consomme trop, ça te rend anxieux. Ouais. Après ça, tu as le CBD. Le CBD, à lui seul, il y a des études qui ont montré que dans une situation où est-ce que la personne vivait un stress, était un peu moins stressée. Donc, tu sais, par exemple, faire une présentation orale devant des gens, si elle avait pris du CBD en comprimé versus un placebo, elle sécrétait moins de cortisol, qui est l'hormone du stress, puis elle avait aussi une expérience d'anxiété moins grande, mais légèrement moins grande. Elle était quand même stressée, là, tu sais, fait que mais il y a quand même probablement des propriétés anxiolytiques au CBD, mais on n'est pas encore assez avancé pour dire « hey, oui, ça serait une bonne médication pour l'anxiété », loin de là. Fait que ça, c'est THC, CBD. Le CBD à lui seul, c'est un peu comme des oméga-3. T'es pas censé ressentir quelque chose, mais ça fait quelque chose. Tu comprends? C'est un peu le même principe. Il y a des gens qui vont dire « ah non, moi, j'ai un feeling, tu sais, je sens quelque chose ». Puis là, on se pose la question, c'est un effet placebo ou c'est vraiment un réel effet? Fait qu'on est en train, au niveau des études, de voir, y aurait-il des gens qui auraient une sensibilité au CBD qui amènerait une propriété plus psychoactive, très légère? On s'entend, là, ça n'a rien à voir avec le THC. Mais on se pose ces questions-là. Fait que bref, CBD.
THC, CBD, cannabinoïdes mineurs. Ensuite de ça, on a les cannabinoïdes... non, excuse-moi, ça, c'est les majeurs. On a les mineurs parce qu'ils sont présents en plus petite quantité. OK. Bien, ça, on en a vraiment beaucoup. Dans les plus connus, il y a le CBN, qui n'est pas présent dans la plante, mais qui va être présent dans une oxydation du THC. Le CBG, le CBC, CBG, puis il y a le THCV. Donc ça, je dirais que c'est les plus comme connus. Puis ils ont toutes des propriétés différentes. Entre autres, comme par exemple, le THCV aurait des propriétés coupe-fin, mais en même temps, les consommateurs qui ont consommé des produits où est-ce que l'industrie avait, parce qu'en Ontario, c'est possible d'en acheter, des produits qui avaient boosté le THCV, il n'y avait pas des munchies, donc il n'y avait pas des tripes de bouffe. Par contre, ils se sentaient plus anxieux, ils ont moins... plus fébriles. Fait que, tu sais, bref, c'est ça. Ça a des propriétés, mais c'est des anecdotes. C'est l'étendue de nos connaissances sur le sujet. On n'a pas encore vraiment des études là, solides pour dire oui, c'est ça que ça fait, puis tout ça. Fait que, on se retrouve avec une industrie qui va proposer des fois des produits boostés en certains cannabinoïdes. Entre autres, il existe en Ontario des gummies qui s'appelle Good Night ou quelque chose comme ça, Bedtime Blueberry ou une affaire de même. Bedtime Blueberry, Good Night. Tu sais, parce que vraiment, je sais même pas si c'est ça les vrais mots, là. Je ça de mémoire, mais il y a justement, c'est écrit qu'ils sont boostés en CBN. Okay. L'affaire, c'est qu'actuellement, dans la loi, c'est juste indiqué de dire la composition en THC, le pourcentage de THC, le pourcentage de CBD. Il n'y a rien par rapport aux autres cannabinoïdes. Parce qu'à l'époque de la légalisation, on ne connaissait pas vraiment on savait qu'ils existaient, mais on ne connaissait pas l'engouement qu'il y aurait autour des cannabinoïdes puis des terpènes. Mais de plus en plus, l'industrie va dire « Ah, le terpène majeur là-dedans, c'est ça. Les cannabinoïdes mineurs, c'est ça. » Fait que là, on se retrouve avec une loi qui aurait peut-être dû encadrer ça. Qui ne l'a pas fait, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop, mais bref, ça, c'est pas réglementé. Fait que même s'il est écrit CBN, c'est pas réglementé. Il n'y a pas rien qui t'indique que vraiment tu peux te fier à ça. Santé Canada vérifie les taux de THC, les taux de CBD, puis vérifie aussi les autres cannabinoïdes juste pour qu'ils restent mineurs. Donc, que ça ne devienne pas juste ça, que ça ne soit pas un supplément de THCV, mettons. Oui, c'est ça. Actuellement, c'est pas mal ça, mais... on va voir là, comme l'avenir. C'est en évolution constante, là. Oui. Puis c'est pas parce que c'est pas écrit qu'il n'y en a pas non plus. Fait qu'il y a certains cannabis qui vont avoir plein de cannabinoïdes, mais tu le sauras pas parce que ça sera pas écrit sur le paquet. Il va juste être écrit THC-CBD parce que c'est ça qui, selon la loi, on doit écrire. Mais ils sont toujours mineurs. Fait qu'ils sont toujours présents en vraiment très petite quantité. OK. C'est tellement intéressant. Encore là, c'est une plante complexe, puis il y a tellement d'éléments. Puis j'imagine que aussi les gens qui la consomment ont comme plein de volonté avec cette consommation-là, de dire « Ah, j'aimerais ça que ça soit ça, les effets, que ça soit ça. » Puis j'imagine qu'ils prennent un truc avec 15 de THC, 3 de CBD, ils ont une expérience plus ou moins positive, puis ils sont comme « Hey, je comprends pas pourquoi. Peut-être c'est des cannabinoïdes. » Puis là, ça crée comme tout un engouement, justement, sur les utilisations alternatives. Puis je voulais justement parler de comment... puis nous, on va dans les écoles, on parle avec les jeunes, puis ils nous le disent, là, tu sais, « Ah, moi, je fume du cannabis pour l'anxiété, je fume du cannabis pour me déstresser avant d'aller à l'école. » J'ai même eu des jeunes qui m'ont dit « Je ne prends pas le volant sans fumer un joint juste avant. » Oh là là. Oh là là. Parce que, d'ailleurs, on en a probablement parlé avec une représentante de la SAAQ, justement, pour démystifier un peu tout ça. Mais bref, les gens veulent utiliser le cannabis pour autre chose que le récréatif, pour s'apaiser. Ouais. Je laisse vous entendre un peu parler là-dessus. Je sais que avec le projet Au-delà du high, c'est revenu souvent. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a entendu dans les focus group. Hey, on aimerait ça avoir plus d'informations par rapport à l'anxiété puis tout ça. Puis à la SQDC aussi, on en entendait beaucoup. Des personnes même qui venaient avec des prescriptions, la croix verte, etc. Puis malheureusement, tu sais, à la SQDC, c'est récréatif seulement. Fait qu'on peut pas vendre des produits. Mais beaucoup de personnes venaient avec... ils me donnaient une liste de symptômes. Puis ils me disaient, qu'est-ce que je prends pour ça?
Puis ça, on n'a pas le droit. Non. On n'a pas le droit parce que c'est un acte réservé, médical réservé. Le diagnostic d'un trouble anxieux, puis la médication pour un trouble anxieux, ça doit être fait par un prescripteur, donc un médecin, ça peut être une IPS, tout ça, spécialisé dans ce domaine-là, ou un psychiatre. Bref, les gens s'automédicamentent par eux-mêmes beaucoup. Moi, ce que j'ai entendu en clinique, c'est des gens qui disaient, c'est comme si quand j'ai fumé, je me sens plus relax. Ça a des propriétés de relaxant musculaire. Mais aussi, ça fait en sorte que, tu sais, je spinne tout le temps dans ma tête d'habitude. Puis là, c'est comme si mon petit hamster, là, lui aussi, il a fumé du pot. Fait qu'il est comme plus relax. Puis je spinne un peu moins dans ma tête. Fait que je me sens plus relax. Fait que souvent, tu sais, ça va être une stratégie qui va fonctionner à court terme pour me sentir des fois apaisée, relaxée. Par contre, à long terme, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui consomment du cannabis de façon régulière, leur anxiété a tendance à augmenter à long terme. Fait que c'est comme si on pris un peu dans un cercle vicieux de si je fume pas, je me sens anxieux, mais quand je fume, je viens comme alimenter mon anxiété aussi. Fait que pour l'anxiété, c'est comme un monstre à plusieurs têtes, là. Il faut que tu utilises plus qu'une stratégie pour dealer avec. On le sait que l'activité physique, ça aide vraiment beaucoup. La qualité du sommeil. Si tu dors pas bien, tu as plus de chances d'être anxieux. Puis là, on fait le lien avec le cannabis qui... Ben oui, qui est encore une fois, exactement. ça m'aide à court terme, mais à long terme, ça me nuit au niveau de mon anxiété. Tu sais, à travers la gestion des émotions, parce que j'ai pas cette partie-là du sommeil où je peux consolider ces mémoires-là, mes apprentissages par rapport à mes émotions, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, potentiellement que ça continue encore là à... C'est ça. Ça vient pas... C'est comme si ça vient mettre un plaster, mais tu sais, ça règle pas l'hémorragie, là. Puis à un moment donné, ça déborde. Puis tu t'en perds le contrôle. Fait que pour l'anxiété, c'est ça. C'est plusieurs stratégies. L'activité physique, sommeil, alimentation. C'est aussi faire des exercices de respiration. Souvent en clinique, je montrais aux gens, quand vous sentez là, une montée d'anxiété, faites une longue expiration. Parce que vous allez venir stimuler votre système nerveux parasympathique qui est responsable de l'apaisement. Fait que souvent, là, on inhale facilement, là, mais c'est vraiment l'expiration là, la plus longue possible. Tu le fais une couple de fois, puis déjà là, tu vas te sentir plus relax. Et ça n'entraîne pas des conséquences à long terme. Fait que c'est beaucoup mieux d'y aller avec ces stratégies-là. Puis au besoin, d'aller consulter. Si c'est juste du stress momentané, c'est pas la même chose que si là, c'est envahissant dans ma vie, puis ça m'empêche de fonctionner. Là, c'est important d'aller consulter. Psychologue, psychoéducateur, travailleur social, n'importe quel professionnel de la santé. Aussi. En parler, de ne pas rester tout seul avec ça. Je pense qu'on tire à la fin du podcast. C'était tellement des belles discussions de passer de justement l'industrie, comment les gens les consomment, les motivations, puis comment réduire les risques. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise aujourd'hui. Puis à la maison, j'espère que ça va vous amener à réfléchir aussi sur votre consommation de cannabis, sur comment je peux faire pour start low, go slow. There you go. Start low, go slow. J'ai de la misère à m'en souvenir. Mais merci beaucoup encore. Puis, mais aussi, tu sais, une autre expression anglophone qu'on utilise aussi en cannabis, c'est « less is more ». Less is more. Ouais. Peut-être que lui, tu vas plus t'en rappeler. Less is more, ouais. Ouais. Less is more. C'est vrai que ça passe crème quand on le dit. Less is more. Ouais.